Bien, je pense que la transition est faite. Exit Mixi, on ne va plus en parler jusqu'aux questions. Maintenant, on va parler d'une coexposition un petit peu différente. Je vous l'avais dit ce matin. On passe à la deuxième sous-thématique, à savoir les coexpositions agents chimiques avec un agent physique. Là, en l'occurrence, ça sera le bruit. Et aujourd'hui, vous êtes gâtés parce que je vais vous parler non seulement des coexpositions bruit et solvant, mais un bruit particulier puisque c'est un bruit impulsionnel. Et vous allez voir que la nature du bruit a toute son importance dans les coexpositions. Et alors, pourquoi s'intéresser encore aux coexpositions bruit et solvant, puisque on a une législation bien fournie pour le bruit, vous allez voir, je vais vous en dresser les différents items. Et puis, on a également une législation bien fouillée pour les agents chimiques. Mais il se trouve que, je vous l'ai dit ce matin aussi, un mi-mot, une coexposition, ce n'est pas simplement une coexposition simultanée. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde bruyant. Voilà. On écoute des MP3, parfois le samedi, eh bien, on va en boîte de nuit, et puis l'environnement est bruyant. Voilà. On n'est pas au silence une fois qu'on a quitté le milieu professionnel. Malheureusement, c'est le problème. Ensuite, il y a le problème de ces agents autotoxiques qui peuvent coexister dans l'organisme alors qu'on n'est plus sous traitement. Je vous l'ai dit ce matin, c'est bien connu, les aminosides, certains médicaments tels que les aminosides, ce sont des médicaments qu'on utilise en milieu hospitalier en général, comme la gentamicine, la kanamycine, lorsqu'on a des infections sévères. Et il faut savoir que ce type de médicament est de plus en plus utilisé à cause des résistances des bactéries aux antibiotiques. Et en plus, ils persistent longtemps dans les liquides de l'oreille interne. On les retrouve jusqu'à 3 mois après la fin du traitement. Ce qui veut dire qu'on peut très bien reprendre son travail et être coexposé à du bruit tout en ayant ces molécules-là qui continuent à avoir leur effet délétère. On a donc une coexposition et l'effet souvent est de type synergique. On a plus qu'une additivité des effets bruit et agents de type antibiotique. Donc ça, c'est important de savoir ça. Les coexpositions, ce n'est pas simplement des coexpositions simultanées, c'est la présence de bruit avec une molécule chimique qui peut être un médicament. Alors on parlera d'agents autotoxiques extra-professionnels, mais ça peut être également une molécule professionnelle comme les solvants aromatiques et en général tous les dérivés du benzène, le toluène, le styrène, l'éthylbenzène, j'en passe et des meilleurs. Tous sont connus pour avoir un effet neuropharmacologique. Ils agissent sur le système nerveux central et sur des réflexes de protection, donc le réflexe de protection de l'oreille moyenne par exemple. Et puis ils ont également un effet cochléotoxique. Ils vont grignoter certaines cellules et potentialiser les effets du bruit. Donc voilà pour, j'allais dire, les raisons pour lesquelles on s'intéresse aux coexpositions au bruit et agents chimiques, parce que je pense qu'on n'a pas fait le tour du problème, et surtout, la conscience au niveau des préventeurs n'est pas encore vraiment vive. Les médecins du travail découvrent ce type de coexposition, et il est bon de prendre son bâton de pèlerin et d'aller prêcher la parole en disant « Attention, il n'y a pas que le bruit qui rend sourd ». Et pourtant, qu'est-ce qui régit la protection contre le bruit en Europe? C'est la directive 2003 qui a cette 10 CE. Et cette directive 2003 CE, eh bien, ne considère pas du tout la nature du bruit. Elle ne fait pas de différence entre un bruit impulsionnel et un bruit continu. Bon, alors vous allez me dire que si, il y a des niveaux pics, on va les voir tout à l'heure, il y a des niveaux pics qui sont plutôt adressés au bruit impulsionnel et des LEX, c'est-à-dire des doses de bruit qui, elles, seraient plus adressées au bruit continu. On va en reparler tout à l'heure. Et surtout, les coexpositions bruit et agents toxiques, il n'y a pas grand-chose. Regardez voir, voilà une photo de cette directive. On parle des coexpositions bruit agents toxiques à la section 2, à l'article 4,
au 6e alinéa et à l'item D. Et voilà ce qu'on dit. L'employeur doit porter une attention particulière, on ne sait pas laquelle, si cela est techniquement possible, donc si ce n'est pas possible, exit, aux effets sur la santé des travailleurs d'une interaction entre bruit et substances autotoxiques provenant de l'environnement du travail. On ne les cite même pas. Bon, autant vous dire que pour l'instant, les coexpositions ne sont pas à bruit plus agents autotoxiques ne sont pas du tout prises en considération par les directives 2003. Certainement qu'ils ont dû entendre parler de ce problème-là et qu'ils se sont dit on va quand même mettre une petite phrase pour sensibiliser les préventeurs, mais de toute évidence, il y a encore de la place pour pouvoir avoir une prévention efficace dans ce type de coexposition. Alors on va y aller sur ces directives 2003. Qu'est-ce qu'elles proposent? 6 indicateurs en général. Alors des indicateurs qu'on appelle des niveaux de déclenchement d'action. C'est un peu barbare, mais enfin c'est comme ça. Lorsque vous avez un LEXD, alors pour ceux qui ne sont pas habitués aux indicateurs relatifs à l'acoustique, un LEXD, ça correspond à une VLEP. C'est une dose de bruit. Un LEXD, c'est le niveau de bruit d'un bruit continu qui serait équivalent au bruit qu'on a mesuré. Donc c'est une dose de bruit sur 8 heures, par exemple. Donc là, pour un LEXD de 80 décibels A, on recommande aux salariés de porter, d'avoir un protecteur individuel. On doit les avertir. On a également un niveau pic qui est attenant à ce LEXD, qui est 135 décibels C cette fois-ci. Alors ça ne vous parle peut-être pas, mais là, il y a une différence énorme entre le A et le C. Le A va couper les basses fréquences, tandis que le C, lui, il est plutôt linéaire et il prend en considération le spectre de bruit quasiment dans sa totalité. Au niveau 85, on se dit halte là, ça devient dangereux. On vous a donné des protecteurs, maintenant, vous allez les mettre. Donc, seuil de déclenchement d'action, mettez vos protecteurs individuels. Et on a, bizarrement, un seuil pic qui va changer, qui va passer de 135 à 137 décibels, comme si, on ne sait pas pourquoi, à ce niveau-là, eh bien, le seuil délétère pour les cellules ciliées serait différent de 2 décibels. On accorde 2 décibels de plus. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, moi bioacousticien, je n'ai pas l'explication. Et ensuite, on a un niveau, un plafond qu'il ne faut pas dépasser. Il est de 87 décibels A, associé à un niveau crête de 140 décibels C. Celui-ci, il est un petit peu plus compliqué à comprendre parce que ce n'est pas un niveau mesuré, ou du moins, c'est un niveau mesuré, mais on va pouvoir déduire l'atténuation des protecteurs. D'accord ? Encore faut-il que le protecteur soit bien installé, bien porté, qu'il n'y ait pas de fuite, des choses comme ça. Enfin bon, voilà, on a cette législation, donc 6 indicateurs qui sont un petit peu, qui sont tous acoustiques, puisque en fait, ils prennent en compte quoi? La fréquence du bruit. Je vous l'ai dit, le dBA coupe les basses fréquences, le dBc ne les coupe pas. Donc, puisqu'on a 3 indicateurs en dBA, 3 indicateurs en dBc, voilà, on va prendre en compte le caractère fréquentiel du bruit en utilisant des pondérations différentes. Et puis, l'intensité. L'intensité du bruit, elle est prise en compte par les niveaux pics, en se disant, de toute façon, on a balisé les niveaux à 135, 137, 140, on est tranquille. Là, tout ce qui est au-dessus de ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être exposé. Donc, au moins, les bruits impulsionnels seront probablement limités en action par ces niveaux pics. Et puis, bien entendu, on prend en compte l'énergie acoustique, c'est-à-dire le LEX, la quantité d'énergie qui va rentrer dans la cochlée pendant 8 heures. Voilà, donc 3 indicateurs acoustiques. Et
et rien du tout en caractère bioacoustique. C'est-à-dire que là, on ne reconnaît pas, on a bien des caractères acoustiques bien définis, la fréquence, on voit bien le niveau, l'intensité, la durée, mais le passage entre l'acoustique et la bioacoustique, on ne la sent pas. On la sent pas. Et pourtant, regardez comment on peut faire un passage grossier entre l'acoustique et la bioacoustique. J'ai ici un spectre de bruit avec ici ces histogrammes-là correspondent un peu à une analyse en fréquence. Et vous voyez ici cette analyse en fréquence qui est pondérée A par rapport à une analyse en fréquence qui est symbolisée par cette ligne continue. Cette ligne continue montre bien qu'il y a une différence ici en termes de basse fréquence. Les basses fréquences sont sous-estimées par les dBA. Alors on pourra en discuter longtemps, hein, parce que les dBA, en fait, sont quand même des dB qui sont calqués sur un seuil de sensibilité qui sont donc déterminés à des intensités faibles. Donc on utilise une pondération A qui sont définies à partir de seuils pour mesurer des intensités de forte intensité, élevées. Donc là, il y a un petit problème au niveau prévention. Toujours est-il que c'est comme ça, on utilise les dBA et on ne changera pas demain. Donc c'est quelque chose qui est utilisé, largement accepté, et au moins ça a le mérite pour les médecins du travail de dire voilà, moi j'ai une mesure en dBA, je sais au moins ce que l'individu perçoit. Ok, donc voilà, on a le traitement ici en fréquence, on a le traitement en intensité, puis il suffit de mesurer le LEX pour avoir une idée de la durée. Alors ça c'est de l'acoustique, et maintenant on passe à la bioacoustique. Alors l'intensité elle est là, l'intensité en rouge elle est traitée comment ? Eh bien, par un déplacement de l'amplitude de la membrane basilaire. Cette membrane-là, eh bien, elle porte l'organe de transduction sonore, c'est l'organe de Corti, c'est là où il y a les petites cellules ciliées avec des stéréociliés au-dessus. Et plus ça bouge, plus on va coder l'intensité. Et puis, vous voyez ici comment est traitée la fréquence. Si cette amplitude-là est située à la base de la cochlée, bien faites attention, la base de la cochlée, c'est les fréquences élevées qui sont codées. Si c'est à l'apex de la cochlée, eh bien, ce sont les fréquences basses qui sont traitées. Vous avez ici une cochlée. Ben, j'ai déroulé cette cochlée pour avoir ici ce modèle et pour vous expliquer comment l'organe de la cochlée vient traiter les informations acoustiques. Alors vous allez me dire, ben, c'est bien finalement là, de l'acoustique à la bioacoustique. Tout y est. En fait, la cochlée ici, on a limité l'intensité, c'est très bien, on a limité l'intensité. On a également des pondérations, tout est traité. La durée, c'est un phénomène un petit peu différent. Donc, tout y est. Ben non, pas tout y est. Parce qu'en fait, si on considère les bruits impulsionnels, ils ont une composante temporelle un petit peu différente. Vous voyez que l'énergie, ici, elle est resserré sur une période de temps relativement courte. Et figurez-vous qu'il y avait une circulaire française en 1976 qui prenait en compte la nature de ces bruits impulsionnels et qui majorait les bruits impulsionnels en prévention. Et à partir de 2003, on a supprimé cette majoration-là. Donc nous, on s'est demandé si le fait d'avoir une répartition temporelle, que l'énergie acoustique soit distribuée en fonction du temps de façon différente, on s'est demandé si cette structure temporelle-là pouvait avoir un impact nocif différent par rapport à un bruit continu. Alors un bruit continu, c'est un bruit qui ne va pas varier, qui va varier dans une fourchette de 2 décibels, voilà, au cours du temps, hein, continu ou stable, on utilise les deux concepts là. Bien, on s'est dit, voilà, on va essayer de voir si le bruit impulsionnel, lui, il est plus nocif qu'un bruit continu de même énergie, sachant que nous, on savait, bioacousticiens, que le bruit continu, il était capable, lui, de déclencher un réflexe particulier, le réflexe de l'oreille moyenne, mais pas simplement, le réflexe acoustique également, qui comprend un réflexe de l'oreille interne et un réflexe de l'oreille moyenne. Donc, voilà, les bruits continu ou stable déclenche ces réflexes-là, et ces réflexes-là, on peut les considérer comme des réflexes de protection, alors que les bruits impulsionnels, non. Au contraire, ils rentrent dans la cochlée, ils viennent dissiper toute l'énergie
dans l'organe de Corti, et si le réflexe se déclenche, eh bien il se déclenche après la pénétration de l'énergie acoustique dans la cochlée. Donc il y a donc physiologiquement une différence fondamentale de traitement entre le caractère impulsionnel et le caractère continu d'un bruit, parce que justement l'organisme n'a pas ces réflexes de protection dont il dispose pour des bruits continus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la directive européenne, qui est la directive essentielle pour pouvoir lutter contre les effets du bruit, eh bien, ne prend pas en compte la nature du bruit, ou peu, parce que le bruit impulsionnel, il n'est traité que par les niveaux pics. Et puis, alors qu'en France, en 1976, on prenait en compte ça. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de cas particulier pour les co-expositions. Donc voilà, alors on s'est dit que là, il y avait probablement des marges de progrès à faire dans la prévention, et on a décidé donc de creuser un petit peu ça et de voir ce qu'il en était des susceptibilités particulières entre les bruits impulsionnels et un solvant qui est utilisé à fort tonnage, qui est le styrène. Benoît Houry vous en a parlé tout à l'heure. Il est utilisé à fort tonnage, surtout dans la navale, par exemple, quand on fait des matériaux composites de fibres de verre avec des matrices polystyrène. Il y en a partout maintenant, les douches sont faites comme ça. On utilise ça même pour les tableaux de bord. Enfin, on en a partout. Donc voilà un peu l'objectif que l'on avait. Essayer de tester les effets délétères de deux bruits différents, de même énergie acoustique, mais de nature différente. Un serait impulsionnel, l'autre c'est continu. Et ensuite, on s'est dit, mais quel est l'impact de l'environnement chimique sur ces bruits-là? Est-ce que l'addition d'un solvant va jouer différemment si le bruit est impulsionnel ou si le bruit est continu? Voilà, donc ça c'était l'objectif qu'on s'était mis au laboratoire. Alors pour arriver à cet objectif-là, on a monté ce protocole expérimental qui peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait, regardons voir la barre de temps ici. Elle est divisée en semaines. Qu'est-ce qu'on a fait? On a exposé des animaux soit à un bruit impulsionnel, vous voyez, ce sont les pics là, soit à un bruit continu de même énergie. Et ça, pendant 4 semaines, 6 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 4 semaines. Regardez voir, ça a l'air de rien, c'est 15 secondes, mais en fait, on a été malin dans la mesure où on a cherché la durée du réflexe de l'oreille moyenne et on s'est dit, voilà, on va essayer d'exposer les animaux lorsque le réflexe de l'oreille moyenne n'est pas présent. Donc on a calculé en manip préliminaire la durée du réflexe chez le rat et on a exposé les animaux à des bouffées de bruit, à des bursts de bruit, chaque fois que le réflexe était revenu à son état normal de repos. Donc, chaque fois, l'animal se prenait toute l'énergie acoustique avant de pouvoir déclencher le réflexe. Et même s'il déclenchait le réflexe a posteriori, il était revenu à son état normal. Et donc, 2 bruits, un impulsionnel, un continu, et 2 niveaux de concentration en styrène, 300 ppm et 600 ppm. Je vais vous dire 300 ppm, faible dose, faible concentration. Alors, wow, c'est beaucoup 300 ppm. Alors, c'est beaucoup. Il faut savoir que lorsqu'on établit des VLEP, dans les comités qui établissent ces VLEP, on utilise l'expérimentation animale avec des facteurs de sécurité. En général, le facteur de sécurité le plus bas, c'est rarement en dessous de 10. C'est rarement en dessous de 10. Là, on est à 300 ppm. Bon, maintenant, il est passé à 20. Hein, donc, on est pratiquement à 10 fois, un peu plus maintenant, la VLEP. Ce n'est pas énorme pour une expérimentation animale, sachant que les animaux sont exposés 4 semaines. C'est quand même relativement court par rapport à une exposition professionnelle. Bien, et puis on laisse 4 semaines de repos, sachant que les animaux étaient testés avant exposition, à la sortie de l'exposition, et 4 semaines après la fin de l'exposition. Alors les outils qu'on a utilisés pour mesurer l'audition de ces animaux, bien, on a utilisé des produits de distorsion. Ces produits de distorsion, qu'est-ce que c'est? Ce sont des
c'est une sonde particulière qui va permettre de mesurer l'excitabilité des cellules ciliées externes qui sont présentes dans la cochlée. C'est un avantage, c'est qu'au moins, avec cet outil-là, on ne va tester que la cochléotoxicité, la toxicité du récepteur périphérique, et on n'aura aucune influence du système nerveux central sur le récepteur. Donc, avec cette technique-là, qu'est-ce qu'on fait? On stimule l'animal avec F1 et F2, et F1 et F2, et on récupère toute une série de composantes acoustiques, de produits de distorsion, et nous, on va mesurer 2 F1 F2, qui est le plus robuste, c'est-à-dire que celui-ci va être émis par le tympan comme un son, comme un sifflement par le tympan, comme un acouphène provoqué. Il va rester alors que les primaires seront relativement basses. Voilà, donc on teste l'audition comme ça, avec ce produit de distorsion, et ensuite, eh bien, on prélève la cochlée, et on va compter. Vous voyez ici ces petits points noirs et ces taches noires. Là, ça correspond d'une part aux cellules ciliées internes et là aux cellules ciliées externes. Sachez que l'organe de Corti il est fait d'une rangée de cellules internes connectées au nerf acoustique et des cellules ciliées externes qui, elles, sont plus là pour mettre en forme le signal et permettre une bonne discrimination en fréquence du signal. Alors voyons les résultats qu'on a obtenus. Les premiers résultats. Alors là, j'aurais voulu avoir un petit peu de suspense dans les résultats, mais je suis obligé de vous mettre qu'on a testé un bruit impulsionnel dont le LEX était de 80 décibels, tandis que le bruit continu était de 85 décibels. On n'a pas pu tester deux bruits de nature différente avec une même énergie. Pourquoi? Parce que simplement le bruit impulsionnel qui avait 85 décibels d'énergie acoustique sur 8 heures détruisait tellement la cochlée qu'on ne pouvait plus faire de mesures après coup. Donc on a été obligé d'emblée de diminuer l'énergie pour avoir un traumatisme que l'on dit à peu près équivalent pour le bruit continu qui est ici et le bruit impulsionnel qui est là. Donc d'emblée, maintenant vous le savez, on a beau avoir une quantité d'énergie bien inférieure pour le bruit impulsionnel que pour le bruit continu. Regardez, on a 5 décibels de différence entre le bruit continu et le bruit impulsionnel. Et là, on a pratiquement les mêmes pertes auditives en amplitude de pertes fonctionnelles. Là, c'est des pertes par rapport à 0. On a à peu près moins 5 décibels de pertes, on va dire au maximum, pour le bruit impulsionnel. Pareil pour le bruit continu. Alors ça, c'est pour le fonctionnel. Maintenant, pour l'histologie, ce qui est quand même vraiment le véritable indicateur toxicologique, parce que même, à la limite, même si on ne voit rien en fonctionnel, mais qu'on voit qu'il y a des cellules qui sont détruites, le véritable indicateur d'autotoxicité, c'est la cochléotoxicité. Si on a des pertes dues au bruit au niveau de la cochlée, c'est que le bruit a été toxique, même s'il n'y a pas d'influence sur les données fonctionnelles. Ça voudrait simplement dire qu'on peut avoir un traumatisme périphérique et une action du système nerveux central qui vient corriger cette déficience périphérique pour avoir un audiogramme normal. Là, ce n'était pas le cas. On voit que pour le bruit impulsionnel, qui était quand même bien inférieur en énergie acoustique par rapport au bruit continu, on a ici des pertes au niveau de la première rangée qui sont très significatives. Vous voyez ici ces premières rangées de cellules ciliées externes, deuxième, troisième, et là ce sont les internes. Chaque fois que vous avez ici une barre d'histogramme, ça veut dire que vous avez un pourcentage de perte. Donc ici on est à pratiquement 30% de perte de cellules autour de, autour de 20 kHz, sachant que le bruit d'exposition était à 8 kHz. Donc voilà, on a un bruit bien plus traumatisant lorsqu'il est impulsionnel. Maintenant, voyons ce qui se passe à ce bruit impulsionnel lorsqu'on lui associe du styrène à 300 ppm. Voilà où on était lorsqu'il y avait le bruit impulsionnel seul. Je rajoute 300 ppm de styrène, alors qu'avec le styrène, nous n'avions rien, nous ne pouvions rien mesurer. Vous voyez, hop, on s'est repris 2,5 dB de perte en plus. Donc il y a bien l'effet co-exposition bruit impulsionnel styrène
est bien marqué. Alors maintenant, et ça se vérifie bien entendu au niveau histologique. En gris, ici, c'était les pertes dues uniquement au bruit impulsionnel. Si je rajoute 300 ppm de styrène, ce sont les barres d'histogramme noir, on voit qu'on a augmenté encore les pertes auditives. Il y a bien une additivité, on a une synergie dans ce cas-là, puisque le styrène seul, on n'avait rien vu. Les deux, on voit plus de pertes que le bruit impulsionnel seul. Bien, je vais accélérer un petit peu. Maintenant, voyons ce qui s'est passé avec les fortes doses à 600. Donc là, voyons, c'est ce qu'on a obtenu au terme de l'exposition. Vous voyez ici, c'est juste après les 4 semaines d'exposition, on a obtenu jusqu'à 80 décibels de perte. C'est énorme. 4 semaines après, eh bien, on a récupéré, effectivement, et seuls les bruits impulsionnels n'ont pas permis une récupération totale. Et on avait jusqu'à 30 décibels de perte. Donc là, encore une fois, la coexposition bruit impulsionnel plus styrène a un effet délétère qu'il faut prendre en considération. Voilà, voilà pour l'histologie. On a également une bonne démonstration de ce qui s'est passé avec le bruit impulsionnel. C'est en noir. Sur le panel de gauche, vous avez ici l'histogramme au niveau des cellules ciliées de première rangée. Lorsque vous ajoutez 600 ppm, vous voyez que la mort cellulaire est bien plus importante lorsqu'il y a du styrène. Alors en conclusion, en dépit d'une énergie acoustique moindre, les effets des bruits impulsionnels sont potentialisés par le styrène et dès 300 ppm. En plus, nous l'avons vu, il n'y a pas de récupération, donc ils sont d'emblée permanents. On va induire des pertes auditives, on n'est plus dans le domaine de la fatigue auditive, mais de la perte auditive. Et en dépit d'une énergie acoustique moindre, les bruits impulsionnels augmentent les pertes aux 3 rangées de cellules ciliées externes. Alors, les valorisations qu'on a pu faire, je ne vous parle pas des publications, vous pourrez les trouver facilement sur les sites, mais sachez qu'on a aujourd'hui une collaboration étroite, d'une part avec le département IET et la réduction du bruit au travail, pour pouvoir avoir une position commune entre les 2 laboratoires, WAN et puis RBT, pour se positionner sur la nocivité des bruits impulsionnels, pour qu'au moins on ait des recommandations institutionnelles. Et une fois que ça sera fait, on